En 1974, une publication controversée a remis en question, sans faire de bruit, les lois fondamentales de l'agriculture. Deux chercheurs indépendants ont publié des preuves photographiques montrant des radis atteignant le triple de leur taille naturelle et des concombres parvenant à pleine maturité plusieurs semaines avant la date prévue. Mais le détail le plus choquant n'était pas la croissance elle-même, c'était la méthode. Il n'y avait aucun engrais chimique, aucune modification génétique et aucun terreau spécial. La seule variable était un champ magnétique. Mais si ces résultats étaient réels, pourquoi ces découvertes ont-elles disparu de la scène publique? Pour comprendre cette anomalie, nous devons examiner les preuves physiques laissées par Albert Roy Davis et Walter Rawls. Dans leur livre, publié cette même année, des planches en noir et blanc documentent des expériences qui semblent défier les limites biologiques. Une image spécifique montre une grappe de radis traitée par magnétisme posée à côté d'un groupe témoin. Le contraste est saisissant. Les racines traitées sont massives, gonflées à près de 300% de la masse de leurs homologues non traités, avec des racines enchevêtrées en un tapis dense et vigoureux. La documentation est méticuleuse. Les auteurs ont noté qu'ils ont obtenu ces résultats sans une seule goutte d'aide chimique, simplement en positionnant un aimant avec une précision scientifique. Quelques pages plus loin, l'attention se porte sur des plants de concombres. Les archives montrent que les vignes exposées au pôle sud d'un aimant étaient lourdes de fruits près de 2 semaines avant même que le groupe témoin n'ait mûri. Cela soulève une question critique. Ignorons-nous une force de la nature tout aussi puissante que la chimie? Ce n'étaient pas des découvertes accidentelles faites par des amateurs. Albert Roy Davis, né en 1908, était un physicien autodidacte opérant depuis un laboratoire privé dans le Connecticut rural. Il a passé des décennies, à partir des années 1930, à étudier comment les champs invisibles affectaient les systèmes vivants, cherchant initialement des applications médicales. Il fut plus tard rejoint par Walter Rawls, un ingénieur chimiste qualifié qui apporta une rigueur disciplinaire aux théories non conventionnelles de Davis. Ensemble, sans financement d'entreprise ni subventions universitaires, ils ont autofinancé chaque expérience. Ils n'essayaient pas de vendre un produit, ils tentaient de prouver que les règles de la biologie pouvaient être réécrites si nous regardions au-delà de la chimie du sol pour nous intéresser à la physique de l'énergie. En octobre 1974, leur conclusion fut compilée dans l'ouvrage Magnetism and its Effect on the Living System. Mais pour vraiment comprendre comment cela fonctionne, nous devons creuser plus profondément, littéralement dans le sol lui-même, pour trouver la signature invisible de la fertilité. L'enquête sur l'influence magnétique ne s'est pas arrêtée aux aimants placés au-dessus du sol. Elle exigeait de comprendre le sol lui-même. C'est ici qu'intervient Philip Callahan, un technicien radar devenu entomologiste. En arpentant des paysages allant des champs luxuriants d'Irlande aux pentes volcaniques d'Hawaï, Callahan a remarqué un modèle constant qui défiait la chimie conventionnelle. Les sols qui produisaient des récoltes massives et résistantes aux maladies année après année partageaient un trait physique distinct. Ils étaient paramagnétiques. Mais que signifie pour un sol d'être paramagnétique? Cela signifie que la Terre elle-même est légèrement attirée par un aimant. Elle n'est pas assez magnétique pour bondir du sol comme de la limaille de fer, mais elle est assez forte pour être enregistrée par des équipements sensibles. Callahan a quantifié cette propriété en utilisant les unités CGS, une mesure standard de la susceptibilité magnétique. Les données étaient révélatrices. Les cendres volcaniques très fertiles ou le sol du delta du Nil obtenaient fréquemment un score supérieur à 1000 CGS. En comparaison, les terres agricoles épuisées ou le sable industriel stérile peinaient souvent à atteindre ne serait-ce que 50 CGS. Callahan a proposé une théorie qui a changé notre vision du sol sur lequel nous marchons, l'effet antenne du sol. Il soutenait que des minéraux spécifiques, principalement le basalte, le granit et certaines argiles, agissent comme des antennes radio microscopiques. Ces particules s'accordent sur les impulsions électromagnétiques naturelles de fond de la Terre, capturant et stockant l'énergie. Dans ce modèle, les racines des plantes ne font pas qu'absorber des nutriments, elles puisent dans cette charge stockée, tirant une forme de nourriture électrique de la matrice du sol. Cela explique pourquoi les intrants chimiques échouent souvent à restaurer un sol mort. Dans ses travaux sur le terrain, Callahan enregistrait couramment des sols sains fonctionnant entre 1200 et 4000 CGS. Cependant, lorsqu'il testait un champ de maïs américain moyen, une terre soumise à des décennies de traitements chimiques intenses, les relevés shootaient souvent en dessous de 100. Le sol avait un équilibre chimique en azote et en phosphore, et pourtant il était physiquement mort. Pour Callahan, la Terre fonctionnait comme une batterie vivante, et les sols les plus productifs étaient simplement ceux capables de maintenir une charge. Mais si le sol agit comme une batterie, quel rôle joue l'eau? La recherche suggère que l'eau n'est pas seulement un transporteur de nutriments, mais un liquide programmable qui peut être radicalement altéré par des champs magnétiques. L'eau est souvent perçue comme un simple vecteur passif de nutriments, mais la magnétoculture suggère qu'elle peut être fondamentalement restructurée. Dans les années 1970, Davis et Rawls ont noté un phénomène étrange dans leur registre de laboratoire. Lorsque l'eau traversait un champ magnétique spécifique, elle semblait devenir plus fine. Ils affirmaient que l'exposition au pôle sud brisait les gros amas de molécules d'eau, réduisant la tension superficielle de près de 30 à 40%.
Mais cette affirmation vieille de 50 ans résiste-t-elle à l'examen moderne? Des études récentes évaluées par des pairs, menées en Égypte, en Turquie et en Iran, ont mis ces notes d'épreuve à l'aide de tensiomètres. Bien que les résultats soient plus conservateurs que les affirmations originales, ils confirment le principe. Les données modernes montrent une réduction constante de la tension superficielle, généralement comprise entre 15% et 25%. Concrètement, cette eau structurée est moins visqueuse. Elle pénètre plus rapidement dans la matrice du sol et demande moins d'énergie aux poils absorbants des racines pour être assimilée. L'impact biologique de ce changement physique est significatif. Une étude universitaire menée en 2020 a rapporté que les rendements du maïs avaient augmenté de 18% après une saison d'irrigation avec de l'eau traitée magnétiquement, sans ajout d'engrais supplémentaires. De même, un essai en serre a révélé que les haricots germaient 22% plus vite lorsqu'ils étaient hydratés avec de l'eau dynamisée. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des chiffres reproductibles. Même les méta-analyses les plus prudentes admettent que le traitement magnétique peut augmenter les rendements de 10 à 20%. Si la physique est valide, pourquoi l'industrie agricole lui a-t-elle tourné le dos? La réponse réside dans un changement économique massif survenu entre 1945 et 1975. Après la Seconde Guerre mondiale, l'infrastructure construite pour la guerre chimique a été réorientée pour alimenter la révolution verte. En 1945, les agriculteurs américains dépensaient environ 300 millions de dollars en engrais commerciaux. En 1975, ce chiffre avait grimpé en flèche pour dépasser les 3 milliards de dollars, une augmentation par 10 en une seule génération. Alors que le volume d'azote et de phosphore synthétique déversé sur les champs atteignait des sommets, l'intérêt scientifique pour une agriculture basée sur la physique s'est doucement évaporé. Les citations académiques sur la magnétoculture ont chuté de plus de 90% durant cette même période. La corrélation est frappante. À mesure que l'industrie devenait dépendante des intrants chimiques consommables et récurrentes, la recherche sur des solutions physiques permanentes et uniques a été effectivement abandonnée. L'économie de ce silence est brutale mais simple. Un aimant permanent coûte moins de 5 $ et, une fois acheté, il fonctionne indéfiniment. Il ne nécessite aucun entretien, aucune recharge et n'a pas de date d'expiration. Comparez cela avec le modèle agricole moderne, qui repose sur des engrais chimiques coûtant souvent 50 $ ou plus par acre, un produit qui doit être épuisé et racheté à chaque saison. C'est toute la différence entre un achat unique et un abonnement à vie. L'industrie chimique prospère grâce aux revenus récurrents. Une solution qui résout un problème de façon permanente est, par définition, mauvaise pour les affaires. Alors que les bureaux de vulgarisation agricole rejettent souvent la magnétoculture comme étant non prouvée ou manquant de données solides, cette prudence protège efficacement un système où chaque hectare représente une transaction annuelle garantie. Mais pour le cultivateur indépendant, la seule barrière à l'entrée est l'apprentissage du protocole. Si vous choisissez de tester cela, la différence entre le succès et l'échec tient à une seule variable, la polarité. Chaque aimant possède un pôle nord et un pôle sud, mais ils ne sont pas égaux dans le monde biologique. Pour commencer, vous avez besoin d'une boussole standard. Lorsque vous la placez sur une table, le point nord désigné de l'aiguille sera attiré par le pôle sud de l'aimant. C'est ce côté que vous devez marquer. Confondre le pôle nord avec le sud ne manquera pas seulement d'aider vos plantes, cela peut retarder leur croissance ou même les tuer. Pour le traitement des semences, la méthode est précise. Placez les graines, qu'il s'agisse de radis, de haricots ou de concombres, dans un plat peu profond, directement au-dessus du pôle sud marqué, pendant exactement 24 heures. Ce délai est critique. Une exposition trop courte est inefficace, tandis qu'une exposition trop longue risque de provoquer une dessiccation. Lorsqu'elle est effectuée correctement, Davis et Rawls ont constaté que ces graines sortaient de leur dormance jusqu'à 4 jours plus vite que d'habitude. Pour traiter l'eau, la physique exige un contrôle du débit. Un aimant fixé à un tuyau d'arrosage doit avoir son pôle sud tourné vers l'intérieur, et l'eau ne doit pas s'y précipiter. Le débit doit être maintenu en dessous de 6 litres par minute. Si le débit est plus rapide, la turbulence perturbe l'alignement magnétique. Enfin, pour les arbres établis, l'objectif est d'imiter les champs volcaniques étudiés par Callahan. En enterrant 4 aimants dans un cercle, les pôles sud tournés vers le tronc, vous recréez un champ paramagnétique localisé, déclenchant souvent la fructification plusieurs semaines avant le cycle naturel. Le verdict final réside dans les données, et les tests de germination révèlent un contraste que les chiffres seuls échouent souvent à capturer. Dans un essai contrôlé utilisant 10 graines radis, celles traitées sur le pôle sud ont percé le sol 2 jours avant la date prévue. Au 7e jour, 9 sur 10 avaient germé, affichant des tiges épaisses et de larges feuilles. Dans le plateau adjacent, exposé au pôle nord, la scène était désolée. Seules 3 graines montraient un signe de vie, tandis que les autres restaient en dormance, comme si l'hiver n'avait jamais fini. Les mesures prises après 2 semaines confirment l'épreuve visuelle. Les plantes traitées au pôle sud atteignaient une hauteur moyenne de 54 mm, avec un taux de germination de 87%. Le groupe témoin traînait derrière à 45 mm et 65% de germination. Mais le groupe du pôle nord était sévèrement retardé, n'atteignant que 31 mm, avec un taux de réussite lamentable de 28%. Ce modèle se répète pour le blé, les haricots et les concombres. Dans un essai spécifique sur les haricots, le pôle Nord a provoqué une chute vertigineuse de 70% de la germination. Voici la leçon critique. La polarité n'est pas un détail mineur, c'est la différence entre l'accélération et la stagnation.
Aujourd'hui, les engrais chimiques dominent près de 90% de l'agriculture mondiale, tandis que la physique du paramagnétisme reste un secret de Polichinelle, verrouillé hors du courant dominant. La résistance à ces méthodes n'existe pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, elle existe parce que les solutions open source menacent une industrie d'1 milliard de dollars bâtie sur des ventes récurrentes. Le pouls de la terre est gratuit, il ne peut être breveté, marqué ou caché derrière un péage. Le seul coût est la volonté d'expérimenter. Si vous êtes prêt à défier les règles conventionnelles de la culture, abonnez-vous à Mémoire des Piantes et partagez vos propres résultats dans les commentaires ci-dessous.